J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque l'on accueille Julie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Je vais très bien. Merci à toi de me recevoir, Marie. Je suis ravie d'être ici. Avec grand plaisir. Du coup, pour que l'on plante un peu le décor pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie aujourd'hui? Bien sûr. Donc, je m'appelle Julie Blanc. Qui je suis? C'est une longue question. On va essayer de faire court. On va dire que j'ai fait plein de choses dans ma vie. Je suis une éternelle curieuse. J'ai fait beaucoup de travail, beaucoup d'emplois, beaucoup de différentes choses. Jusqu'en fin 2018, j'ai travaillé dans l'hôtellerie pendant près de 7 ans. Donc, j'ai travaillé en région parisienne, à Paris et à Monaco. Et fin 2018, j'étais un petit peu sur j'en avais marre en fait. J'en avais marre, j'étais fatiguée. C'est un métier qui peut être vraiment très très bien, mais c'est un métier aussi qui peut être très fatigant, très usant. Et je me retrouvais souvent limitée, souvent bloquée dans ce que je voulais faire. Donc fin 2018, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, ce que j'ai fait début 2019, le temps de faire quelques formations, etc., etc. Et donc, j'ai commencé dans l'entrepreneuriat début 2019 sur différentes façons, différentes essais, parce que c'est un chemin la plupart du temps. C'est pas, on a quelque chose et ça fonctionne. Donc voilà, ensuite, au fur et à mesure de mes expériences, je me suis rapprochée de l'assistanat digital. Donc l'assistanat digital, on va en reparler en détail, mais donc c'était aider des entrepreneurs à développer et à soutenir leur entreprise. Et via ça, j'ai rencontré donc mon premier client qui s'appelle Albin, avec qui on a décidé quelques années plus tard de créer une académie pour aider à notre tour les femmes à devenir indépendantes, à travailler de chez elles, en évitant si possible tous les tours et les détours que j'avais fait. Donc aujourd'hui, je suis la cofondatrice de l'Académie des assistantes digitales ou l'Académie des web indépendantes, comme on vient de la renommer, avec Albin qui est co-créateur. Et donc on a créé ça il y a presque 1 an et demi maintenant. Donc voilà. Tu as fait un bon petit chemin pour créer un peu l'emploi que tu voulais et créer un peu, j'aime pas trop dire la vie que l'on veut, mais c'est aussi un peu ça quand on se lance en business, c'est adapter et voir un peu ce que l'on aime. Toi, tu as quand même fait un peu de tests par-ci, par-là pour du coup t'arrêter vers l'assistanat digital. Est-ce que pour qu'on plante un peu et qu'on sache un peu ce que ça veut dire, parce que j'ai l'impression qu'on l'entend aujourd'hui beaucoup sans Mhm. réellement comprendre les fondements, mais après on va approfondir. Qu'est-ce que réellement une assistante digitale? Il y a pas de définition précise, c'est peut-être pour ça que tout le monde est un peu confus. Mais si je devais dire quelque chose, pour moi, une assistante digitale, c'est une assistante 2.0. C'est-à-dire qu'on va pouvoir... donc le but reste le même, en fait, d'une assistante, c'est développer, aider au développement, soutenir au développement d'une entreprise, d'un entrepreneur, d'un chef d'entreprise qui est débordé, qui a plus le temps, qui a trop de charge mentale, qui a plus le temps de développer ses projets, etc. Et donc, nous, on va venir en soutien sur différents sujets. Pourquoi on dit digital aujourd'hui? Parce qu'en fait, on travaille à distance la plupart du temps. On peut aussi travailler sur site, mais 99% d'entre nous, on travaille à distance. Et on utilise les outils du digital qui aujourd'hui nous permettent de faire ce travail à distance et d'assister un entrepreneur sur ses tâches. Donc, c'est vraiment assistante 2.0 dans le fait que c'est à distance et qu'on utilise la puissance d'Internet, la puissance des outils digitaux pour travailler et soutenir quelqu'un, en fait. Et quel est du coup le scope de tâches? Parce que du coup, moi généralement c'est vrai qu'on me dit oui, tu peux prendre une assistante, mais enfin moi j'ai pas l'idée de prendre une assistante. Enfin je me dis à chaque fois, mais qu'est-ce que je vais lui donner à faire? Qu'est-ce qui Ouais. est intéressant pour elle? Qu'est-ce qu'elle peut faire également? Quel est du coup le scope? Parce que je sais qu'aujourd'hui, vu qu'on parle aussi du digital, on a aussi pas mal de tâches qui sont liées justement à ce secteur d'activité-là. Est-ce qu'elles peuvent le faire également? Parce que bah, du coup, ça peut paraître très bizarre, mais moi j'ai un peu, tu vois, l'idée de l'assistante d'avant, des Ouais, années ouais. avec qui répond au téléphone, qui fait les rapports, etc. Et au final, j'ai du mal à le visualiser dans ma vie d'aujourd'hui d'entrepreneur. Et je sais qu'il y en a beaucoup dans mon cas. Est-ce que du coup, tu peux nous donner un peu le scope d'activité possible? Le scope, il est très large.
En fait, ça va dépendre de beaucoup de choses. Il va dépendre principalement de la personne, donc de ses compétences, de ses appétences aussi. Donc moi, pour te donner un exemple, quand j'ai commencé, je faisais du soutien administratif parce qu'en général, c'est ce qui est délégué en premier dans les entreprises parce que bon, ça prend du temps, c'est chronophage, c'est pas super fun non plus. Donc on fait souvent l'administratif, c'est un grand domaine. Un deuxième domaine que moi j'avais, mais c'est parce que j'avais les mains dans le cambouis, entre guillemets, c'était tout ce qui est le web marketing, donc les tunnels de vente, les plateformes de formation, les autorépondeurs, etc., etc. Donc là, on est dans le cœur du web marketing vraiment. Et après, ce que je faisais moi aussi, c'est l'assistanat personnel, parce que venant de l'hôtellerie et venant de la conciergerie, j'avais toute cette connaissance autour de bah, organiser des voyages, soutenir les gens dans leur recherche je sais pas, d'employés, etc., etc. Ça peut être pas mal de choses. Mais donc, ça peut être ces trois domaines-là. Ça peut être aussi le recrutement. Ça peut être la création de contenu. Nous, aujourd'hui, on a une assistante dans l'académie qui nous assiste à 100% sur la création de contenu. Ça peut être le customer care, donc prendre soin des clients, donc que ce soit dans les emails, sur les réseaux sociaux, sur les services après-vente, les réclamations, les impayés. Et ça peut être aussi tout ce qui est pré-comptabilité. Donc, on n'a pas le droit de faire de la comptabilité, mais ça peut être la pré-comptabilité, donc rapprochement bancaire, suivi des impayés, relance, etc. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des domaines. En général, on donne 7 grands domaines. Je pense que j'ai dû faire le tour. Ça fait Mais encore beaucoup. une fois, ça va dépendre des profils des personnes parce que, par exemple, nous, dans l'académie, on a des femmes qui ont été, par exemple, assistantes administratives pendant 15 ans ou 20 ans. Donc, leur profil, il est très fort dans l'administratif. Mais on a aussi des jeunes femmes qui aiment les réseaux sociaux, etc. Donc, elles vont avoir des profils très création de contenu, setting, closing, tout ce qui est vraiment dans le réseau social. En fait, et après, de l'autre côté, l'entrepreneur, pour répondre, toi, ton point de vue, c'est de dire, OK, qu'est-ce qui est aujourd'hui que je peux déléguer qui n'a plus besoin vraiment de moi et où j'ajoute plus de valeur, en fait. Et donc, quelqu'un peut prendre le relais sur ça. Je trouve que c'est incroyable parce que mine de rien, en fait, c'est un profil un peu. Alors, tu me permettras l'expression, je ne sais pas si je suis complètement à côté, mais j'ai l'impression que c'est un peu un profil couteau suisse qui peut un peu Oui, tout oui. faire et qui a du coup, tu vois, cette adaptabilité. Toi, du coup, tu parlais beaucoup du fait que tu as fait de l'hôtellerie et du coup, tu connais aussi beaucoup de points ici à évoquer quand on fait de l'assistanat. Quelle est aujourd'hui, enfin, du moins si tu veux le partager, la plus grande difficulté que toi, tu as ressentie quand tu as voulu te lancer, mais sans perdre bah, toute l'expérience et le bagage que tu avais derrière, parce que tu le dis très bien, hein, il y a des gens qui vont faire de l'administratif pendant 10, 15 ans, qui vont changer de vie, entre guillemets, mais qui peuvent très très bien utiliser ce qui s'est passé dans une autre vie antérieure. Quelle a été, toi, ta plus grande difficulté quand tu t'es lancé justement? Est-ce que tu as ressenti un vrai déséquilibre au niveau des compétences ou au contraire, est-ce que tu as senti réellement que ça allait trop te servir et que du coup que c'était incroyable parce que bah, tous répondaient un petit peu entre eux, quoi. Tout était un peu interlié. Je pense que le plus dur quand on parle de compétences, c'est de prendre conscience de nos compétences. Alors moi, j'ai pas eu trop de difficultés sur ça parce que en fait, voilà, c'était assez clair. J'avais l'hôtellerie, j'en ai fait pendant 7 ans, donc c'est assez long. J'avais 3 ans les mains dans le cambouis, de monter des entreprises en ligne, donc voilà, c'était assez clair mes appétences. Mais quand on a des parcours variés ou quand on fait la même chose pendant longtemps, on a du mal à se rendre compte qu'en fait, on a construit des compétences parce qu'on parle des compétences, bon, il y a les soft et les soft skills et les hard skills, donc ce qui est plus le savoir-être et plus le savoir-faire. Et souvent, je me rends compte dans l'académie, les femmes ont vraiment des difficultés à faire ce bilan de compétences où elles arrivent en me disant, mais en fait, je sais rien faire. Mais si, en fait, mais c'est vraiment c'est pour ça qu'on parle beaucoup de prendre le temps de faire le bilan, de se poser, de dire, OK, qu'est-ce que je sais faire? Et l'autre difficulté, c'est que quand on le sait le faire bien et naturellement, on ne se rend pas compte qu'on a la compétence. J'aime bien la nuance parce que c'est vrai que en fait c'est tellement naturel que du coup en fait on s'en rend même pas compte qu'on le fait alors que ça peut réellement devenir une compétence que l'on intègre. Est-ce que selon toi, parce que du coup bah, maintenant tu es aussi de l'autre côté, c'est-à-dire que tu vas accompagner des femmes à transformer leur vie, mais à créer vraiment la vie que l'on veut en tant qu'assistante digitale, euh, est-ce que au vu de tous les profils que tu as vus, est-ce que selon toi aujourd'hui tout le monde peut devenir assistante digitale? Parce que bah, tu le disais aussi très bien, hein, on travaille beaucoup à partir de la maison, on est beaucoup à l'écoute de l'autre, etc. Est-ce que ça peut être quelque chose qui peut s'adapter à tous, à toutes les personnalités, à toutes les compétences, ou est-ce que tu ressens avec le temps qu'il y a quand même un profil type de personnes qui peuvent fitter parfaitement avec cette profession et d'autres
qui vont ramer, quoi, si je peux me permettre l'expression. Alors, je pense que sur le papier, ça peut aller à tout le monde. L'expression couteau suisse, c'est vraiment celle qu'on utilise. Donc, le scope d'action, il est très large. La façon dont on va travailler est très large. Les personnes avec qui on va travailler est aussi très large. Mais il faut aussi prendre en compte la réalité de ce métier. Et je pense que c'est là où il y a beaucoup de gens qui se prennent un peu les pieds dans le tapis. Donc voilà, sur le papier, tout le monde peut le faire. Les compétences, ça s'acquiert, c'est pas un problème, etc., etc. Mais il faut comprendre aussi qu'est-ce que c'est ce métier. Donc effectivement, il faut avoir une appétence pour les outils digitaux. On peut pas dire aujourd'hui, tiens, je vais être assistante, mais je déteste toucher à mon ordinateur, j'ai envie de travailler dans la nature. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc il faut une appétence pour l'informatique. Il faut une appétence pour le travail avec en relation proche avec les gens, parce que quand on travaille avec un entrepreneur, on devient aussi son point de référence. Donc, on a vraiment cette idée qu'on va travailler vraiment proche avec lui ou avec elle. Donc, on va être aussi là pour les moments difficiles, on va être aussi là pour les moments de bourre et bien sûr pour les bons moments. Mais voilà, il faut aussi comprendre ça. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est qu'il faut comprendre qu'on devient indépendante et une entrepreneuse. Et là, vraiment, on a vraiment une transition, un shift d'état d'esprit à faire qui, moi, m'a bloqué pendant longtemps, de comprendre qu'on devient chef d'entreprise. Mais devenir chef d'entreprise, ça veut dire qu'on a d'autres responsabilités qui nous viennent, qu'on n'avait pas quand on était dans le salariat, et qu'on a beaucoup d'autres choses à faire aussi que juste faire son métier. Et là, je pense que c'est vraiment là où la différence peut se faire entre les gens. Il faut comprendre que voilà, on va travailler de la maison, donc on doit, enfin de la maison. En fait, on va devoir établir ses cadres de manière générale, son cadre de travail, son cadre financier, ses horaires, son cadre physique, et ça va nous revenir à nous et on va aussi avoir ces trucs, ben, il va falloir aller prospecter, il va falloir aller chercher des clients, il va falloir aller se mettre en avant, il va falloir aller juste dire au monde qu'on existe. Et donc ça, il faut être capable aussi de l'entendre avant de se lancer parce que si... Parce que moi, j'ai jamais rien contre le salariat. On dit souvent, oui, quitter le salariat, c'est nul, ça ne vous permet pas de... Non, le salariat, il correspond à certaines personnes, tout comme l'entrepreneuriat, il correspond à certaines personnes. Et je pense que c'est là où il faut vraiment essayer de faire la part des choses avant de se lancer, parce qu'évidemment, travailler de la maison, c'est bien, c'est agréable, c'est tout ce qu'on veut, mais il y a aussi des responsabilités et des contre... je sais pas, voilà, il y a aussi d'autres choses qui rentrent dans la balance qu'il faut prendre en compte au niveau personnel, je pense. Bah, c'est surtout qu'en fait, moi, j'aime pas non plus comparer le salariat et l'entrepreneuriat parce que pour moi, ce sont deux mondes différents et il faut les deux pour que tout le monde se sente bien. Par Ouais. contre, c'est vrai que quand on rentre dans l'entrepreneuriat, on ne se rend pas réellement compte de à quel point ça rentre aussi dans notre vie et dans notre vie perso également. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'équilibre vie pro, vie perso. Et en fait, comprendre ce qui est bien pour nous, ce qui nous rend heureuse, je pense que c'est en fait l'élément le plus difficile. Alors, trouver ses compétences, parce que s'auto-connaître, pour moi, c'est un travail d'une vie et c'est hyper compliqué. Donc, si vous êtes là-dedans, c'est normal si vous galérez, si vous y laissez des plumes. Mais c'est encore pire, en fait, de se dire qu'est-ce qui va me rendre réellement heureuse. Parce que Ouais. du coup, on ne sait pas réellement vers où on va, vers ce qu'on fait. Et au final, on peut, tu vois, avoir plusieurs appétences par rapport à tout ce que tu viens d'évoquer, mais probablement que l'entrepreneuriat va pas du tout correspondre parce que bah, vous adorez sortir de la maison, aller travailler en locaux, sur site, en entreprise, avoir des gens autour de vous, avoir des équipes de 50 personnes autour de vous et vous allez kiffer. Et moi, c'est pas du tout mon kiff, mais peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont adorer ça. Euh, on parle beaucoup de digital. Et du coup, pour revenir un peu à mon image de l'assistante des années 2000 dans son secrétariat, je suis désolée, c'est très caricatural, mais en fait, moi, j'ai eu du mal aussi à accompagner cette transition de l'assistanat Ouais. digital, puisque ben, je ne le connaissais pas et je pense que beaucoup ne le connaissaient pas également. Est-ce que c'est une profession qui est limitée aujourd'hui au digital ou est-ce que une assistante peut avoir un autre scope, avoir d'autres tâches qui sont pas du tout liées à Internet, aux réseaux sociaux, etc. Mhm. Donc, clairement, en fait, ce métier, il nous vient des États-Unis, hein, comme beaucoup de choses. Donc, aux États-Unis, c'est appelé Virtual Assistant. Donc, c'est pour ça qu'en français, on a commencé à dire assistante virtuelle. Puis, on s'est rendu compte qu'en français, c'était pas très,
c'est pas très beau parce que virtuel, du coup, les gens disaient, mais du coup, t'es là, t'es pas là, t'es un hologramme, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est pour ça qu'on a fait évoluer le mot vers digital, donc effectivement pour les outils digitaux. Donc, tout ça pour dire que oui, c'est un métier qui est né sur Internet, qui nous vient des États-Unis. Moi, c'est un métier que j'ai fait que sur Internet, mais aujourd'hui, sans hésiter, je vois que c'est un métier qui sort d'Internet. Je le vois tous les jours, je le vois du côté entrepreneurial comme du côté de nos élèves dans l'académie qui vont aller aider des personnes de plus en plus en physique parce que en fait l'énorme avantage d'une assistante digitale c'est que bah, déjà on est indépendante donc l'entrepreneur n'a pas de contrat à faire, n'a pas de paye à gérer, il reçoit une seule facture pour toutes les différentes missions que je vais effectuer et je suis flexible. S'il veut que je vienne 20 heures par mois, je viens 20 heures par mois. S'il veut que je vienne 50 heures, pour l'entrepreneur, c'est une flexibilité et un gain de temps et un gain d'argent au final qui est assez énorme. Donc oui, ça sort vraiment des murs, entre guillemets, du digital pour aller se remettre dans le monde du physique où nous, on a dans l'académie des femmes qui vont aider des restaurateurs, des artisans, des commerçants dans le physique. Et même moi, au début, j'étais très digitalisée et à la fin, j'avais un client chez qui j'allais 2 jours par mois en physique sur site parce que voilà, c'est un monsieur d'un certain âge, que je lui faisais son administratif, mais que tout était encore papier et que, etc., etc. Donc aujourd'hui, c'est bien parce que je trouve que justement, ça rééquilibre aussi les choses et du coup aussi, ça ouvre un marché qui est immense pour nous en termes d'assistantes. Je trouve que c'est hyper intéressant de se dire, en fait, je vais juste regarder ce qui se passe autour de moi et je vais regarder où est-ce que les gens peuvent potentiellement avoir besoin d'aide. Parce que plus d'une fois, tu vois, on va se dire, putain, j'ai pas du tout envie de faire ça ou je déteste. Et en fait, on part toujours du principe que déléguer, c'est hyper compliqué et il faut se faire des nœuds au cerveau, il faut comprendre où est-ce que j'aime pas, où est-ce que je passe le plus de temps et tout. Alors qu'il suffit juste de prendre quelques tâches, en fait, et de se dire, bah, ça, si j'ai une personne dédiée qui peut me faire tout ça, bah, en fait, genre, je délègue et c'est plus, entre guillemets, mon problème. Et en fait, c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu parlais du scope, j'avais envie de te dire, mais du coup, pourquoi on ne prend pas, par exemple, bah, une community manager? Pourquoi on ne prendrait pas juste, genre, une rédactrice web, tu vois, parce que bah, il y a des spécialisations en fonction Oui, de l'assistante. Mais au final, en fait, maintenant, je comprends que le fait d'avoir une assistante, ça te permet, en fait, de déléguer tout à une seule et même personne. Et du coup, tu as un gain de temps derrière qui est énorme, parce que du coup, bah, tu as un seul interlocuteur, donc ça change un peu toute la donne, quoi. après, il faut quand même faire la différence. Alors oui, effectivement, on va pouvoir intervenir sur plein de missions, ce qui va faire gagner beaucoup de temps, mais il faut quand même faire la différence entre le niveau de l'assistanat et le niveau des spécialisations. Donc, par exemple, en termes de community management, disons, une assistante va assister, donc elle va répondre aux messages, elle va créer les posts, elle va programmer, elle va créer les posts aussi, mais l'idéation reste quand même de la part de l'entrepreneur, alors que le community manager va peut-être créer plus une stratégie, etc., etc. Donc, dans l'assistanat, je le dis, et sans vraiment mauvaise intention, on est dans une exécution Ouais. des choses. Parce que l'entrepreneur est encore là. Par exemple, nous, quand on fait la stratégie, quand on fait le contenu avec mon assistante, on fait l'idéation ensemble et elle fait la création. Mais la stratégie, elle vient de nous, de l'entrepreneur. Ceci dit, c'est quand même pratique parce que notre assistante, aujourd'hui, elle nous fait de la création de contenu, elle nous fait tout le customer care et elle fait la partie administrative sur la gestion des entrées, des conventions, etc., etc. Mais il faut quand même tout de même voir que l'assistante assiste, Mm. exécute, et après au-dessus, s'il y a vraiment besoin, on est dans d'autres spécificités de métier vraiment. Mais c'est hyper cool parce que du coup, en fait, mine de rien, ça te permet quand même de garder le contrôle sur la stratégie, sur les idées que tu Mhm. mets en place. C'est juste que l'exécution en elle-même de cette idée-là, bah, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire pour toi. Tu as juste du coup à la driver, à lui donner des guidelines, à lui donner des briefs et la personne, du coup, elle le fait pour toi. Et en fait, moi, ce que j'aime bien avec ce type de profil, c'est qu'au début, oui, tu as l'impression de devoir donner beaucoup d'informations, mais passer 2, 3, 4, 5 mois, vu que c'est toujours la même personne, bah, la personne, en fait, limite, elle s'approprie aussi ton projet. Et c'est cool de pouvoir travailler comme ça en duo ou même en petite équipe digitale et de se dire, bah, je vais avoir quelqu'un qui va au moins, tu vois, juste ne serait-ce que me donner son opinion. Parce que plus d'une fois, tu Oui, vois, en entrepreneuriat, on est souvent seul. oui, absolument. On se dit souvent, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Et une assistante, mine de rien, eh ben, elle a accès aussi à plusieurs autres projets et de voir plusieurs autres choses et te dire, bah, peut-être que sur ce secteur d'activité-là, on a fait ça. Peut-être que si on l'adapte au tien, c'est une idée, mais à voir ce que l'on peut en faire. Ouais, Je trouve que c'est toujours bien d'avoir plusieurs cerveaux pour réfléchir. En termes, du coup, sur le terrain, ouais. comment est-ce que ça se passe généralement une journée
en tant qu'assistante digitale. Est-ce qu'il y a des journées types? Est-ce que ça se ressemble? Est-ce que ça se ressemble pas du tout? Est-ce qu'il faut être contre la routine pour la routine? Comment ça se passe un petit peu chez vous, dans votre routine à vous? Alors, est-ce qu'il y a une journée type? Je pense pas. Je trouve que pour moi, en tout cas, devenir indépendante, devenir assistante digitale, enfin, je pense que tu l'as évoqué, c'est l'idée de dire, OK, qu'est-ce que je veux construire pour moi, pour ma vie, pour mon quotidien. Et moi, c'est ça qui m'a drivé en fait, quand je suis sortie de l'hôtellerie. C'était de me dire, mais en fait, je veux un quotidien qui me ressemble, quoi. Je veux quelque chose qui me ressemble. Donc, des journées types, il n'y en a pas. Comme on le dit toujours, on peut créer sa journée comme on le désire. Bien sûr, il faut prendre en considération que le client existe, que le client a des besoins. Donc, c'est pour ça qu'on a des contrats aussi qui cadrent nos horaires de travail, nos jours de travail, etc., etc. Mais voilà, moi, quand j'étais assistante à temps plein, parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus qu'une seule et unique cliente, puisque la majorité de mon temps, c'est pour l'académie, bah, je commençais mes journées, je sais pas, normalement vers 9 h, etc. Je travaillais. En fait, surtout, mes journées étaient très flexibles. C'est-à-dire, si je voulais aller, du coup, faire un cours de sport ou au déjeuner avec une amie. En fait, ça fait rentrer beaucoup de flexibilité dans nos vies. Bien sûr, il faut être là pour les clients. Bien sûr, il faut avoir un cadre, etc. Et après, routine par routine, ça, je pense que c'est une vision un peu qu'on veut nous donner qui est un peu erronée, de nous dire oui, il faut avoir une routine ou non, il ne faut pas avoir une routine. Parce qu'en fait, je pense que intrinsèquement, on est tous différents et qu'encore une fois, ça revient à nous. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire. Voilà. Il y a des gens qui sont très structurés. Par exemple, moi, mon assistante, elle est très structurée. Elle travaille de telle heure à telle heure. Elle a toujours les mêmes choses dans le même ordre, etc. Moi, je suis beaucoup plus libre. En général, j'essaie de commencer plutôt par les tâches qui me plaisent. Enfin, voilà, c'est vraiment intrinsèquement. Et c'est là aussi où c'est dur parce qu'on se lance, on est seul et d'un coup, on doit tout décider pour nous. Ouais. Et ça prend du temps, c'est le travail d'une vie. Et l'entrepreneuriat, elles le disent, c'est le plus grand séminaire de développement personnel qu'on fera jamais. Et c'est exactement ça. Ouais, bah, je suis complètement d'accord. Moi, quand on me dit oui, t'inquiète, l'entrepreneuriat, c'est cool, je dis oui, c'est cool, mais du coup, tu grandis, tu compenses les 5 ans en un an et tu verras que tu as grandi de fou. Et c'est vrai que c'est un beau challenge aussi. Mais moi, j'aime bien, tu vois, le contraste que tu mets en avant de, bah, au final, ça dépend de la personnalité de chacun. Et j'aime bien aussi, tu vois, cette flexibilité que ça peut offrir aussi dans la vie d'une personne d'être réellement à son compte. Je me permets juste une question parce que tu disais, il faut quand même être là pour le client. Coup, j'aimerais bien avoir ton opinion quand on dit le client est roi. Surtout quand bah, on est quand même ici dans un métier d'assistanat, donc tu es un peu bah, la béquille de la personne pour un peu tout. Qu'est-ce que tu penses du coup de cette affirmation? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu es d'accord avec un cadre ou est-ce que toi, tu n'es pas du tout d'accord et c'est du 50-50, on est tous au même niveau? Pour moi, le client est roi, déjà, je le détestais en hôtellerie, donc, donc voilà. Mais je pense pas que. En fait, quand on dit ça, je suis désolée, mon internet est un petit peu lent, donc je suis un petit peu bloquée de temps en temps. Je pense que quand on fait ça, on met tout de suite des relations plus hautes et plus basses entre les personnes. Alors qu'en fait, en réalité, et nous, on essaye vraiment de le pousser dans l'académie et de le pousser sur le marché pour avoir une relation d'égalité. Enfin, je veux dire, on est dans des métiers de service, d'accord? Que ce soit l'hôtellerie ou que ce soit l'assistance. On est dans des métiers de service. Donc, on est là pour aider, on est là pour soutenir, on est là pour supporter, etc., etc. On est là aussi pour dire quand on a fait faux, quand on s'est trompé, quand on a fait des bêtises, quand ça ne marchait pas, c'est OK, c'est normal. Mais je trouve que le client aussi, de son côté, il a sa responsabilité qui est de dire OK, je suis client, OK, je paye pour un service, mais ce service, il rentre dans un cadre qui est défini, que ce soit en hôtellerie, que ce soit en assistanat, d'où j'insiste l'importance d'avoir des contrats quand on est quand on est assistant digital, parce que oui, on est là pour un service, mais ce service, il rentre dans un cadre. Et c'est la responsabilité du client de dire, ben là, je sors du cadre, j'appelle mon assistante à 20 h pour qu'elle me prépare une présentation pour demain, elle me dit non, elle a le droit. Pour moi, c'est vraiment ça. Et je fais encore le parallèle dans l'hôtellerie, où on avait des clients qui venaient, qui nous disaient oui, mais je veux ça, 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 ça. Oui, mais nous, notre hôtel, il ne fait pas ça. Parce que nous, on est 3 étoiles, on n'est pas 5 étoiles. Si tu veux du service 5 étoiles, tu vas dans un hôtel 5 étoiles, mais tu payes 5 étoiles aussi. C'est ça le. Donc, le client et moi, je suis un peu. Ça n'a Oui, pas trop de sens pour moi. Ça n'a pas trop de sens parce que je pense que ça met tout le monde dans une mauvaise situation. Et au lieu d'avoir une situation où on va pouvoir être dans la communication, l'efficacité et le respect, on se retrouve dans des situations où voilà, il y a une hiérarchie, j'ai du pouvoir sur toi, donc je peux. Alors qu'en fait, ça ne fonctionne pas. Et
je dis ça, mais moi-même, j'ai eu des relations avec des clients qui ne se sont pas bien passés et j'ai appris de ça aussi. Voilà, c'est aussi un apprentissage. Attention, je n'ai pas fait de sans faute. C'est vraiment un apprentissage au fur et à mesure, quoi. J'aime bien le fait que tu soulignes que parfois, bah, ça peut ne pas bien se passer et c'est pas votre faute et c'est pas la faute du client, c'est juste que ça peut ne pas matcher. Et c'est vrai que je savais que j'allais mettre un petit peu le doigt ou voilà, je savais que c'était un peu un terrain glissant, mais c'est vrai que quand on fait de la prestation de service et surtout quand on fait de l'assistanat ou quand on fait en tout cas pour le client, c'est vrai qu'on peut tomber rapidement dans le cliché de dire, bah, en fait, c'est moi qui te paye, donc il faut que tu sois là. Oui, ok, certes, mais moi je suis encore à mon compte et je fais encore un peu ce que je veux. Et c'est pour ça que Oui. je te posais cette question parce que j'ai pas envie non plus, tu vois, que les gens se disent au final, l'assistanat digital, c'est un peu comme du salariat déguisé où oui, tu es juste à ton compte, mais du coup, tu travailles pour quelqu'un d'autre. Non, c'est pas réellement ça. Aussi, il y a vraiment aussi une flexibilité que toi, tu as mis en avant que j'aime beaucoup. On parle également beaucoup en ce moment. Alors, moi, c'est un terme vraiment que je comprends sans comprendre. Donc, peut-être qu'avec du coup ton explication de la différence de toi, ce que tu fais, peut-être que je vais la saisir. Et je pense que beaucoup n'ont pas accompagné cette évolution-là. On entend beaucoup parler d'OBM. Alors, Mhm. OBM, je t'avoue, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je ne comprends rien. Pour moi, c'est un terme qui vient du digital pour dénommer un truc, mais je ne sais pas ce que c'est. Et au début, moi, je me disais, OK, bon, en fait, une OBM, c'est une assistante digitale. Donc, Mhm. je me permets de te poser la question aujourd'hui, vu que j'étais avec moi. Qu'est-ce que la différence entre une assistante digitale et une OBM? Alors, l'OBM, ça vient des États-Unis. On ne change pas l'équipe qui gagne. Ça veut dire Office Business Manager. Donc, en fait, l'assistante, elle va avoir des tâches variées dans l'exécution et l'assistanat. L'OBM, c'est au-dessus et elle va être dans un domaine spécifique. Donc, l'OBM, elle est souvent dans un domaine opérationnel. Donc, par exemple, nous, on pourrait avoir une OBM dans le domaine de la pédagogie. Donc, elle serait en charge de développer toute la plateforme de formation, de rechercher les derniers outils au niveau. Il y a un côté beaucoup plus actif, beaucoup plus stratégique aussi. Dans l'OBM, on dit souvent le bras droit parce qu'on est un cran au-dessus en termes de relation avec la personne. Tu peux avoir des OBM dans le pilotage de projet aussi, par exemple, suivant ton entreprise, suivant ce qu'il y a à faire. Et c'est surtout, je pense, la grosse différence. Quand on est OBM, on a un ou deux clients et on a un domaine spécifique dans lequel on travaille avec ce niveau un peu plus stratégique et un petit peu plus actif, si je puis dire. Alors que quand on est assistante, on peut avoir jusqu'à 4, 5 clients, ça dépend combien. Et on peut, pour un client, faire de l'administratif, pour l'autre client, faire des réseaux sociaux, et pour l'autre client, faire de la pré-comptabilité, par exemple. Donc, je ne sais pas si tu vois à peu près cette différence qui est en train de se mettre en place. Et vraiment, l'OBM, c'est le côté opérationnel qui rentre en compte, beaucoup plus que dans l'assistanat, en fait. Rien à voir en fait, presque. Non. Ouais, c'est vraiment deux mondes qui sont un peu différents. Si demain, imaginons quelqu'un qui nous écoute veut devenir assistante digitale, quels sont du coup les projets de ton académie? Parce que bah, du coup, toi, tu as vraiment développé cette académie-là sur tout ce que tu avais déjà appris, les erreurs que tu avais faites, etc., Ouais. pour gagner un maximum de temps. S'il y a des personnes qui nous écoutent qui songent à devenir assistante digitale ou même qui sont probablement aussi intéressées par rapport à ce métier-là, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton académie, de ce qui va venir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Qu'est-ce qu'on peut attendre de Julie dans les prochaines semaines? Avec grand plaisir. Donc, du coup, dans l'académie, donc, on accompagne les femmes qui veulent créer un quotidien qui leur ressemble, donc horaire flexible, travailler depuis la maison, générer des revenus stables. Donc, en devenant assistante digitale. Donc, dans l'académie, quand je l'ai créée, moi, effectivement, j'ai retracé mon parcours et je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'aurais voulu avoir que j'ai pas eu à ce moment-là? Donc, il y a trois grandes phases pour en parler très rapidement. La première phase, justement, c'est tout ce changement autour de l'état d'esprit que j'ai évoqué. Donc, comment je passe de ma situation actuelle à cette situation d'entrepreneur? Comment je fais pour avoir un état d'esprit qui va me servir et qui va me permettre d'avancer? Toute la phase 2, c'est sur les compétences. Donc, qu'est-ce que j'ai comme compétences? Et de l'autre côté, qu'est-ce que j'avais à acquérir comme compétences qui aujourd'hui m'appellent, que j'ai envie de développer, etc. Donc là, c'est beaucoup de tutos, etc. Et toute la phase 3, c'est comment lancer son business et le développer. Donc, comment je me présente, où est-ce que je cherche du boulot, des offres, comment je prospecte, comment, quand j'ai un client, comment ça se passe avec lui, etc. Onboarding, offboarding, c'est vraiment la partie active, active, active. Donc, aujourd'hui, on a accompagné à peu près 800 femmes dans l'académie, donc on est assez contents. Et surtout, je suis très contente parce que
Bien sûr, pas tout le monde devient assistant digital, on est d'accord, on va pas se mentir, on n'est pas là pour dire que voilà, mais chacune y trouve quelque chose. Et c'était vraiment mon objectif quand j'ai créé l'académie, parce que je me suis dit, ben voilà, des fois on a envie de se lancer en tant qu'indépendante, on ne sait pas par où commencer, et ben on a besoin de tester un peu, et peut-être que l'académie ça va être ça, ou peut-être que je vais apprendre quelque chose, ou peut-être que je vais comprendre quelque chose. On a des femmes qui sont rentrées pour devenir assistant digital, qui ont créé un business derrière ça. Parce que du coup, voilà, on a aussi des personnes qui se sont associées avec leurs clients parce que du coup, ça marchait super bien. Donc, c'est vraiment, et c'est ce que j'aime vraiment profondément dans ce métier. Pour moi, c'est un pied à l'étrier vers son avenir. Qu'on soit assistant digital tout du long, qu'on soit assistant digital qui se spécialise dans quelque chose parce que c'est aussi possible, qu'on soit assistant digital qui devienne OBM ou qu'on lance un business par rapport à ça ou qu'on se rend compte que ben, l'entrepreneuriat, c'est pas pour nous parce que ça arrive aussi, on en a aussi. C'est vraiment un métier qui permet d'ouvrir des portes. Et moi, si aujourd'hui, je n'avais pas commencé comme assistant digital, ben, je ne serais pas là aujourd'hui. Je n'aurais pas créé une formation, j'aurais pas. Voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment un beau métier pour ça. Donc, nous, notre objectif, là, on est en phase d'expansion et de consolider les choses, on va dire. On est très, en ce moment, orienté sur l'amélioration du parcours pédagogique. Pour moi, c'est vraiment important que le parcours pédagogique soit clair et soit au service de nos élèves. Donc, on est notamment sur la partie prospection, chercher des clients, parce que donc il y a beaucoup de peur autour de ça, il y a beaucoup de croyances, donc on essaye vraiment de développer cette partie-là. Et on accompagne, l'idée aussi d'accompagner à terme, dans un second temps, peut-être des assistantes qui veulent se spécialiser, donc soit en OBM, soit dans, par exemple, le copywriting, soit quelque chose comme ça. Mais là, c'est des projets plus 2024. Là, vraiment, notre objectif, c'est consolider, développer notre présence sur les réseaux sociaux aussi, parce qu'on a envie de porter notre message le plus loin et le plus haut possible. Et accompagner, parce que aussi dans l'académie, on a un accompagnement, parce que donc, tu l'as mentionné, hein, en tant qu'entrepreneuse, on peut être très, très vite, très, très isolé et très seul. Donc, on a vraiment un accompagnement à 360 degrés où on essaie d'accompagner les personnes. Donc, on pense aussi peut-être, il n'y a pas d'accompagnement individuel, mais c'est aussi peut-être une piste à explorer pour nous Ouais. pour l'année 2024. Voilà. De toute façon, je vous mets tous les liens juste en dessous Ouais, de ce podcast. Comme ça, vous pouvez tout retrouver sur Julie et sur l'académie et voir si ça peut vous intéresser. Et quand bien même, si vous ne vous êtes pas reconnu dans ce qu'on a dit aujourd'hui, n'hésitez pas à envoyer cet épisode à une amie ou à quelqu'un qui pourrait se reconnaître également là-dedans, qui a envie de quitter le salariat ou qui a envie de changer de vie, qui a envie d'explorer. N'hésitez pas à partager ce contenu. Je pense que ça pourra l'aider. Merci beaucoup, Julie, pour ta présence. C'était un énorme plaisir pour moi de t'accueillir ici. avec grand plaisir. J'étais très contente de pouvoir parler de nos beaux projets et ravie d'être ici.